Bienvenue au musée Cognacq-Jay. L'exposition consacrée aux marchands merciers est l'occasion de découvrir plusieurs aspects de cette corporation qui a disparu au cours de la Révolution française. Les marchands merciers, c'était marchands de marchandises. C'est un peu redondant pour désigner ce que faisaient en fait ces marchands qui étaient des marchands de détail, étaient en capacité de pouvoir faire de l'assemblage d'objets, mais ne pouvaient absolument rien faire de leurs propres mains. Donc en l'occurrence, c'était une corporation absolument incontournable dès lors qu'on voulait commander un objet d'art ou qu'on voulait se procurer une porcelaine montée. C'était eux qui organisaient effectivement l'articulation entre la porcelaine, qui pouvait provenir d'Orient ou qui pouvait provenir d'une manufacture parisienne, et puis effectivement le travail de l'artisan, bronzier, doreur, pour obtenir un objet final. Alors, il est très difficile aujourd'hui, et la question reste d'ailleurs ouverte, de savoir quelle est la limite entre la part d'interprétation de l'artiste, artisan, et la commande initiale du marchand mercier. On sait qu'il y a un certain nombre de projets qui ont été réalisés sous la direction de marchands merciers. On le sait à travers plusieurs sources. La première, c'est tout simplement qu'on a plusieurs dessins qui sont clairement indiqués comme étant réalisés sous la direction de X ou Y, qui est marchand mercier. Donc ça, c'est la première source directe, je dirais, pour ça. La deuxième source, c'est qu'on le sait à travers les livres de comptes, les livres d'archives, qui permettent d'identifier des paiements à destination de dessinateurs et que les marchands merciers ont contacté pour réaliser un certain nombre de commandes. Donc ça, c'est vraiment la deuxième source évidente. La troisième source, qui est plutôt de l'ordre de l'interprétation cette fois-ci, c'est qu'on sait que certains marchands avaient des spécialités. Donc que pour mettre en place ces spécialités, ils ont pu favoriser des monopoles avec telle ou telle manufacture ou obtenir le droit de diffusion exclusif en France d'un certain nombre de produits étrangers. Il y a un cas qui est assez symptomatique de tout ça, qui est Simon-Philippe Poirier, qui était un des marchands merciers importants au milieu du XVIIIe siècle et qui a développé avec la manufacture de Sèvres par exemple, qui a développé des plaques de porcelaine qu'il pouvait inclure directement dans des meubles. Et il était le seul à avoir le monopole de diffusion de ce type de plaques de porcelaine. Donc il y avait une forme d'exclusivité qui permet quand même de reconnaître l'endroit par lequel est passé l'objet avant d'être fabriqué. Là, typiquement, on est face à un objet extrêmement intéressant, c'est une paire de bras de lumière qui a été achetée par le château de Versailles il y a assez peu de temps, qui a pu être tracée grâce au travail d'historiens de l'art dans des sources archivistiques. C'est pour ça que cette exposition présente un certain nombre de sources aussi. Et ces bras de lumière qui représentent deux petits enfants portant deux bobèches sont en réalité des bras de lumière livrés à Marly, pour le château de Marly, pour la reine Marie-Antoinette en particulier, par une maison spécifique, la maison Daguerre-Lignereux. Cette maison était très particulière, nous sommes en 1787 lorsque la livraison est effectuée, et Daguerre vient de s'associer à Martin-Éloi Lignereux, donc associe deux stocks différents, son propre stock, celui de Dominique Daguerre, qu'il avait en partie hérité de son cousin Simon-Philippe Poirier, puisque c'était de la même famille, et puis Martin-Éloi Lignereux. À ce moment-là, Daguerre est en train de complètement diversifier son commerce. Il vient d'ouvrir à Chelsea une boutique, qui est la première boutique du goût français installée à Londres. Il développe, parce qu'il est également fournisseur officiel de la couronne, il développe un certain nombre de commandes pour la couronne, dont ces différents bras de lumière. Il y avait un lien très particulier, on le suppute en tout cas, on le sait aussi en partie, qui unissait Daguerre avec la reine Marie-Antoinette, puisque lorsque la Révolution française éclate, Marie-Antoinette, qui était une collectionneuse d'objets d'importation, en particulier des lacs japonais, va confier en grande partie sa collection à Dominique Daguerre. Et l'ensemble va rester effectivement préservé grâce à ça avant de réintégrer le château de Versailles. Les bras de lumière que nous avons ici illustrent aussi assez nettement en fait, ce goût qu'on va voir se développer pour des objets qui allient à la fois la dorure et la patine. On est sur un jeu de contraste entre les deux. On a une patine qui est assez superbe, qui est un peu la patine antique. On est dans ces années du néoclassicisme où l'ensemble fleurit pleinement et où effectivement on retrouve aussi bien sur les bobèches avec cette couronne de laurier, que sur la partie inférieure avec ces pommes de pin qui soutiennent les différents éléments, tous les éléments du vocabulaire néoclassique. Et en même temps, on a une forme de légèreté et de liberté qu'on retrouve avec du coup cette bichromie et avec ces motifs de petits enfants supportant les plateaux qui restent assez charmants. Simon-Philippe Poirier est un des marchands merciers les plus connus à l'heure actuelle parce qu'il avait une clientèle parmi l'aristocratie,
parmi la couronne, qui était une des clientèles les plus importantes. C'était notamment l'un des marchands merciers fétiches de la dernière favorite de Louis XV, Dame du Barry, qui lui a commandé un certain nombre d'objets. On le sait grâce là aussi aux archives de la couronne qui sont conservées aux archives nationales. On le sait aussi grâce aux archives de Madame du Barry qui sont conservées aux archives des Yvelines. Et donc on trace assez régulièrement les achats qu'elle a pu faire, les emplettes qu'elle a pu faire directement dans la boutique de Simon-Philippe Poirier. C'est le cas pour notamment cette pendule qui a été identifiée il y a assez peu de temps, qui est une pendule qui, là aussi, rassemble tous les éléments du goût néoclassique, qui est encore à ce moment-là émergent. Nous sommes dans les années 1770, elle a été livrée précisément en 1771, et on retrouve effectivement des biscuits qui évoque différents thèmes avec ce bonnet phrygien, avec cette jeune fille qui est en train de porter deux colombes. On retrouve des trophées qui sont des trophées à l'antique. On a ici une forme d'urne qui est une reprise directe des urnes cinéraires romaines, qui est placée en piédestal sur un tronçon de colonne. Bref, on retrouve tous ces éléments qui sont inscrits dans ce goût néoclassique. Ici, ce qui est absolument sublime, c'est on le sait grâce à la personne qui a pu identifier cet objet, et qui est Monsieur Bastien, un des membres du comité scientifique. Toutes les couronnes, tous les éléments de bronze doré que vous voyez apparaître étaient mobiles. Donc au-delà même de l'objet, l'assemblage en lui-même était extrêmement intelligent, extrêmement pertinent. Et puis effectivement, on est sur ces colonnes où on retrouve quand même quelques éléments du goût Louis XV avec ces couronnes de rose qui viennent en complément. Donc on n'est pas encore tout à fait dans la bascule néoclassique. On est dans cet intermédiaire qu'on retrouve assez nettement. Celle-ci, on sait qu'elle a été livrée très précisément à la du Barry en 1771. On en a la trace grâce aux archives qui sont exposées à proximité. Et on sait qu'en particulier, Madame du Barry l'a achetée le 27 décembre 1771 précisément. On le lit à la 6e ligne des archives. Donc on en a la trace. On a également le prix de cet ensemble. Donc on peut imaginer également que c'était un objet de luxe grâce à ce prix. Lorsqu'on se pose la question de savoir ce que faisaient exactement les marchands merciers, on en a un parfait exemple avec la vitrine qui est derrière moi, où l'on a des assemblages de fleurs commandées ou achetées directement auprès de la manufacture de Vincennes, et qui pouvaient être assemblées sur des supports complètement différents, qui allaient aussi bien de supports représentant des candélabres, qui pouvaient être également des bouquets assemblés et livrés tels que. On sait que par exemple Gersaint a livré un énorme bouquet au comte de Tessin composé de ces fleurs immortelles. Et puis on a des objets qui sont des objets un peu plus du quotidien, avec cette très belle cage à oiseaux qui provient des collections du musée des arts décoratifs, qui imite à la perfection le bronze doré. On est sur un fer peint en l'occurrence, et où effectivement on a ces guirlandes de fleurs de porcelaine qui s'enroulent complètement, vraiment au naturel autour de cette cage. L'ensemble des fleurs a été réalisé, et ça c'est assez intéressant de le savoir, directement à la manufacture de Vincennes, sous la direction de Madame Gravant, qui était l'épouse d'un des fondateurs de la manufacture dans le château de Vincennes, et qui commandait à ce moment-là une cinquantaine d'ouvrières spécialisées dans le fleurissement. On sait qu'elles ont produit des milliers de fleurs, dont certains marchands merciers ont pu acheter des lots énormes. Ainsi, il y a une année en particulier où Lazare Duvaux, un grand marchand mercier qu'on connaît grâce à son livre de comptes, a acheté les 2/3 de la production. Donc c'était des choses qui étaient extrêmement recherchées pour ces bouquets perpétuels. On en a plusieurs exemples qui sont restés célèbres. L'un des exemples les plus importants, bien sûr, c'est un bouquet qui avait été commandé par Marie-Joseph de Saxe, la femme du fils de Louis XV, et qui a fait livrer à son père un immense bouquet qu'on appelait le bouquet de la Dauphine. Son père était l'électeur de Saxe, c'est-à-dire qu'il gouvernait les régions où était la manufacture de Meissen, la grande concurrente de la manufacture de Sèvres à ce moment-là, de Vincennes-Sèvres à ce moment-là. Et puis effectivement, elle a fait livrer ce bouquet immense qui comprenait 470 fleurs de ce type et qui mesurait une taille quasiment humaine, tellement il était imposant. Donc cette question de la fleur en tant que telle et du fleurissement, pour moi, elle illustre parfaitement ce que pouvait être l'activité de ces marchands merciers qui, d'une fleur initiale, pouvaient composer des objets complètement insolites et finalement déclencher aussi des phénomènes de mode, puisque tout le monde après derrière a voulu avoir ses propres bouquets de fleurs en porcelaine de Vincennes.
L'un des marchands merciers assez emblématique aussi de ce qu'ont pu apporter comme modernité les merciers au commerce de l'art, pour moi est Charles-Raymond Grancher. C'est quelqu'un qu'on connaît très bien grâce à toutes les publicités qu'il a pu faire de son propre commerce. Il tenait un commerce qui s'appelait Au Petit Dunkerque, parce qu'il s'était spécialisé dans les pièces d'importation anglaise, Dunkerque étant le port naturel d'arrivée de ces pièces-là. Et le Petit Dunkerque vendait toutes sortes d'objets qu'on pouvait retrouver dans des gazettes publicitaires qui étaient décrits comme tels, à tel point que sur la fin également de sa carrière, il va également développer des images illustrées, décrites en parallèle, qui sont un peu les ancêtres des catalogues qu'on peut retrouver, des catalogues de vente par correspondance qu'on peut retrouver aujourd'hui, et qui effectivement illustrent ce que lui pouvait faire comme spécialité. Il avait plusieurs exclusivités. Il avait notamment une exclusivité avec la manufacture de porcelaine de la Reine, qui était située rue Thiroux à Paris, et dont il vendait, là on en a un exemple avec ces éléments-là, dont il vendait les produits. Il est allé plus loin que ça. Il a récupéré, lorsqu'il a choisi l'intitulé de sa boutique, il a récupéré un motif qui avait été créé par Joseph Vernet, parmi les vues de port livrées au roi, le port de Dunkerque, qu'il a décliné sous forme d'étiquettes, sous forme de factures, qu'on pouvait retrouver également directement sur certains objets. Et pour aller plus loin, il y a même un objet ici qu'on a voulu présenter ouvert parce que lorsque l'on se penche dessus et qu'on lit l'intérieur du bandeau qui est incisé, on retrouve la marque du Petit Dunkerque. Ça veut dire que quand quelqu'un ouvrait l'objet, il savait directement d'où il provenait. On en est vraiment aux racines même du marketing tel qu'on l'entend aujourd'hui. Alors, les marchands merciers étaient une corporation qu'on pouvait retrouver dans plusieurs villes. Les marchands merciers parisiens en particulier étaient une corporation très importante à Paris. Elle faisait partie des 6 corps, qui sont les corporations élitaires, on va dire, de l'ensemble des marchands. Les artisans étaient, eux, réunis plutôt en communauté. C'était extrêmement difficile de rentrer dans ces corporations si on ne faisait pas partie d'une famille identifiée ou si on n'avait pas les moyens nécessaires pour acheter les charges. Lorsque la Révolution française éclate, il est décidé de mettre fin à l'ensemble d'un certain nombre de privilèges. Et on estime qu'à ce moment-là, les corporations font partie de ces différents privilèges. En 1793, on décrète donc la fin de ces différents éléments et les corporations sont supprimées.